Bonsoir. Province du Nord Kivu, 7 morts dont un policier et 158 manifestants arrêtés. C'est le bilan provisoire des altercations ce mercredi 30 août 2023 entre les services de sécurité et des personnes se réclamant être de Wazalendo appartenant à une secte du prophète Bissimwa Ephraim. Ce bilan a été dressé par l'armée à travers un communiqué officiel. Ces Wazalendo, selon l'armée, ont manifesté pour exiger le départ de la mission onusienne MONUSCO, de la force régionale de l'EAC ainsi que des Occidentaux et leur ONG. Une manifestation non autorisée par les autorités provinciales du Nord Kivu. La situation reste tout de même tendue à Goma après ces incidents. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Onesphore Sematumba, analyste en charge des Grands Lacs à International Crisis Group. Onesphore Sematumba, bonsoir. Bonsoir, Madame Kélikouté. Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Bonsoir Madame et bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi. Et Augustin Mouessi qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et chercheur à Research Connect DRC. C'est un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches à Goma au Nord Kivu. Vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, au Nord Kivu, au moins 7 morts dont un policier, plusieurs dizaines de blessés et 158 interpellations. Tel est le bilan encore provisoire des altercations ce mercredi à Goma entre les forces de sécurité et un groupe de personnes armées se disant des Wazalendo et appartenant à une secte mystico-religieuse. Ce bilan est fait par le gouverneur militaire du Nord Kivu à travers un communiqué officiel. Et dans ce communiqué, lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, celui-ci appelle la population au calme, rassurant que la situation est maîtrisée. On l'écoute au micro de Bernard Danyangui. Groupe de bandits, armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et s'aimer le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Les forces de défense et de sécurité ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles, jouant le jeu de l'agresseur M23 RDF. Le bilan provisoire. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Le gouverneur de province présente ses condoléances aux familles des illustres disparus. L'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle à vaquer librement à ses occupations. C'était là le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike dans cet extrait choisi par Bernardin Nyangui. Pendant ce temps, un calme relatif est signalé ce mercredi soir dans les quartiers périphériques à l'ouest de la ville de Goma, épicentre d'une opération militaire menée contre les adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo. Plusieurs dégâts humains et matériels ont été enregistrés, déplorent différentes sources. Un dispositif militaire reste maintenu au niveau de Nyabushongo où les bâtiments de cette église a été incendié, affirment les habitants. Des militaires sont également visibles dans des coins stratégiques au quartier Ndosho et la psychose toujours perceptible. Sifa Maguru nous en dit plus.
D'après certains habitants contactés dans la soirée, les armes ont cessé, mais la psychose reste présente. Pendant que plusieurs familles pleurent les leurs tombés sous les coups de feu, d'autres ont enregistré des dégâts, notamment des maisons incendiées à côté de la dite église de Wazalendo. Plusieurs blessés ont également été enregistrés dans les structures sanitaires, notamment l'hôpital Sebekandosho. D'autres structures médicales font appel aux médecins afin de répondre à un afflux de blessés qu'elles reçoivent, mais aussi des appels à la collecte des sangs auprès des donneurs bénévoles afin de subvenir aux besoins en produits sanguins enregistrés. Les activités socio-économiques sont restées paralysées dans ces quartiers et les habitants terrés dans leurs maisons de peur d'être assimilés aux adeptes Wazalendo. Rappelons que les habitants de la ville de Goma se sont réveillés tôt ce mercredi matin avec des tirs nourris aux environs de 4 heures du matin, entendus dans les quartiers Ndosho, Keshero et environ. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi. Merci Sifa Maguru pour ce reportage. La réalisation me signale que le professeur Augustin Moessi est en ligne. Professeur, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les collecteurs et bonsoir à tous les auditeurs Radio Okapi. Merci. Alors, Onesphore Sebatumba, je rappelle que vous êtes analyste en charge des Grands Lacs International Crisis Group. Ce matin, à Goma, la ville était en surchauffe. Une altercation ou des altercations entre les forces des services de sécurité et des personnes se réclamant être des Wazalendo appartenant à une secte du prophète Bissimoa Ephrem ont eu lieu aujourd'hui dans cette ville. Alors, ces jeunes, je vais lire comment ils ont été qualifiés dans le communiqué officiel des autorités de la province du Nord Kivu. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer pour les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimoa Ephrem. Alors comment vous analysez cette situation dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma? La première chose qu'il faut dire, Madame Kelly, c'est que cette situation est extrêmement grave, extrêmement pénible et extrêmement déplorable. Je parle de Goma, où j'ai vécu littéralement tous ces événements. C'est extrêmement grave et déplorable que, par exemple, il y ait ce bilan humain très lourd, parce qu'on parle quand même de 7 personnes tuées, au moins, des dégâts matériels, des maisons incendiées, parce qu'on parle aussi de la sécurité urbaine dans une ville de Goma qui est dans une zone hautement tendue, parce que nous sommes dans une situation de guerre, et que l'on assiste à partir des petites heures du matin à cette sorte de guérilla armée avec beaucoup de tirs. C'est vraiment déplorable. Déplorable, enfin, et triste de voir la gestion politique de cette sécurité, notamment en s'appuyant sur ce que les gens appellent maintenant Wazalendo, et un terme qui est approprié parfois abusivement par tous les fauteurs de troubles, au point que c'est devenu une sorte de marque de fabrique. Mais qui appelle-t-on Wazalendo? C'est des questions, hein? C'est une question que beaucoup d'auditeurs se posent. C'est qui finalement les Wazalendo? Aujourd'hui, on nous parle des adeptes d'une secte mystico-religieuse. Il y a quelque temps, on nous parlait des miliciens. Après, on a entendu certains ministres nous parler des supplétifs de l'armée. Finalement, on ne sait plus trop définir qui est Wazalendo et qui ne l'est pas. La question est d'une grande importance. En fait, on pourrait même la résumer en disant qui se cache derrière le concept Wazalendo. Au départ, Wazalendo, c'est un terme swahili qui signifie patriote, des patriotes. Donc, le Wazalendo, le concept est né dans ce contexte où des jeunes, au départ des miliciens ethniques, je précise, ce sont des gens qui appartiennent à des groupes armés ethniques, les CMC, la PCLS, le NDCR, etc., qui se sont réunis sous ce concept idéologique
comme étant des gens qui vont appuyer, qui vont servir de supplétifs à l'armée congolaise face à l'avancée du M23. C'était ça l'idée de départ. Mais déjà dès le départ, il faut savoir que ce sont des groupes épars. Il n'y a pas d'idéologie commune, ils ont des agendas divers et même opposés. Et puis, petit à petit, d'autres groupes se sont constitués et se sont sentis presque légitimés, rien qu'en s'affublant de ces noms de Wazalendo. Donc finalement, nous avons été surpris ce matin d'entendre qu'il y avait même une secte de Wazalendo qui avait un apôtre ou un prophète, etc. Le plus triste dans cette histoire, c'est que ces jeunes armés, sans aucune légitimité, sans aucune discipline, ont été tolérés par le pouvoir en place. On les a vus se promener dans la ville de Goma, nous les avons vus faire des sacrifices le 30 juin dans certains coins de la ville de Goma à des ronds-points. Donc ce sont des jeunes qui, au fur et à mesure qu'ils opéraient en toute impunité, et nous savons qu'ils font la loi là où les forces armées ne sont pas dans l'arrière-pays, à Massissi, à Rutshuru, sous prétexte donc d'être des remparts contre l'avancée de M23, ce sont en réalité parfois des groupes de bandits qui se cachent derrière ce concept. Alors, aujourd'hui, comment expliquer ce revirement? On peut le voir entrer à Goma. Oui, comment on peut expliquer ce revirement des services de sécurité? Parce que, comme vous l'avez dit, on a vu ces Wazalendo s'est promener librement dans la ville de Goma, organiser des manifestations, faire, je sais pas, des sacrifices à la place BDGL de Goma. Voilà. Dimanche passé, on les a vus là en train de faire leur manifestation sous l'encadrement de la police. Mais aujourd'hui, comment expliquer ce revirement des services contre ces patriotes qu'on appelle Wazalendo? Oui, je pense que ce revirement est dû au fait que les Wazalendo se sont finalement confrontés frontalement aux forces de sécurité. Leur manifestation a été annoncée mais interdite, mais ils ont fait fi de cela. Donc il y a eu cette sorte de défiance vis-à-vis du pouvoir public et de l'armée qui a conduit à cela. Mais ça devrait être en fait un revirement permanent parce que je dirais que c'est parce qu'ils ont voulu défier le pouvoir, le gouvernement et l'armée dans une ville comme Goma en disant qu'ils vont marcher, qu'ils vont chasser la MONUSCO, qu'ils vont chasser l'EAC, que finalement le pouvoir a voulu montrer que là c'était une ligne rouge qui ne devrait pas franchir. Mais je pense que ça ne devrait pas se tolérer, mais nous reviendrons. C'est-à-dire permettre à des personnes qui ne sont revêtues d'aucune légitimité, ni d'aucune légalité, de porter des armes au prétexte qu'ils sont en train de défendre la patrie. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Quelle lecture, professeur, vous faites de ce qui s'est passé ce matin à Goma, au Nord Kivu? Oui, c'est vraiment une question fondamentale que vous posez là. C'est qu'il faut savoir que ça fait plusieurs années que l'État congolais est absent dans l'Est de la RDC. En étant absent, on a eu un phénomène qu'on appelle la société civile, vu qu'il n'y avait pas d'absence, il y avait l'absence de l'État congolais. Et donc la société civile normale à l'époque a occupé donc l'espace qui a été laissé par l'État et qui a commencé à ce qu'on appelle octroyer les services qui sont déviés à l'État, mais que l'État n'arrive pas à faire, et c'est la société civile qui l'a fait. Et puis après, on a vu qu'au niveau de la société civile, il y a eu une espèce d'élitement de la société civile, et que les questions sur lesquelles la société civile pouvait apporter des réponses
n'était pas satisfaisante, notamment les questions sécuritaires. Et à ce moment-là, on a vu émerger ce qu'on appelle les Maï-Maï. Alors, les Maï-Maï qui sont apparus dans les années 90 et l'année 2000 et qui ont occupé cet espace, l'espace qui n'était pas occupé par l'État congolais et qui ont fait que ces groupes se sont autoproclamés comme défenseurs de la société civile, défenseurs des populations et sans aucun droit ni aucun truc, ont commencé à faire régner la loi à la place de l'État. Et cette évolution, il faut bien l'avouer, malheureusement, vient après l'époque de Kabila où on a eu les processus de mobilisation et avec toute une série d'éléments. Mais malheureusement, ce qu'on a, c'est que depuis l'émergence du M23, on a l'émergence de ces différents groupes. Et au lieu que ces groupes soient stigmatisés, non, ces groupes ont été valorisés. Je parle notamment par rapport au discours du ministre Zangui, qui a de manière très claire dire à ces groupes armés, comme vient de dire le président de la société civile, que c'est essentiellement des groupes armés, des bandits, etc., qu'on a un peu, ce qu'on veut dire, légitimé en termes de défenseurs de la population. Et or, ces groupes ne sont pas connus, on ne sait pas ce qu'il en est, ce qu'ils font, qui ils sont, et se sont investis, et avec ce terme de Wazalendo, et que tout le monde maintenant se pavane avec ce terme-là. Et de ce fait, on a, entre guillemets, légitimé ce qu'on appelle un banditisme, on va dire, pas étatique, puisque c'est un banditisme qui n'est pas étatique, un banditisme qui est lié au fait que la population et que l'État congolais a abandonné sa charge. Alors, la conséquence de ça, c'est que tout le monde s'approprie ces vocables, et lorsqu'on s'approprie ces vocables, tout le monde se dit Wazalendo. On peut avoir des privés, on peut avoir des militaires, on peut avoir des bandes armées, on peut avoir des bandits, et tout le monde se dit maintenant Wazalendo. Dans le cas d'espèce ici, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas des bandes armées, il s'agit d'une église, d'une secte, et qui se revendique d'être Wazalendo, et qui veut manifester pacifiquement. Alors la difficulté qu'il y a pour l'instant, c'est que l'État congolais a tellement laissé d'espace à ces soi-disant Wazalendo, qu'ils soient militaires, qu'ils soient bandits, qu'ils soient milices, ou bien qu'ils soient pacifiques, dans le même sac. En même temps, tout le monde dans le même sac, et ce qui est assez étonnant, et assez, pas qu'étonnant, mais assez quand même un peu révoltant, c'est que de voir que ce n'est pas les Wazalendo de bandes armées dont on parle aujourd'hui de l'assassinat. On parle d'une secte religieuse qui prône le pacifisme. On a déjà vu qu'ils avaient déjà manifesté plusieurs fois à Goma sans qu'il y ait des problèmes. Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient pas d'armes, parce que contrairement à ce que l'on dit, ils n'avaient pas d'armes, et même quand le porte-parole du gouvernement parle, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, du provincial, parle qu'on a tué un policier, de ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux liés à la société civile, le policier n'a pas été tué au moment de Wazalendo, mais a été tué au niveau des camps de déplacés. Donc il n'y a aucun lien entre le meurtre de ces policiers et les événements qui se sont passés. Donc de manière très claire, on assiste malheureusement à une espèce de raidissement du gouvernement aussi au niveau provincial pour essayer de montrer que l'on veut réoccuper cet espace qui a été laissé délibérément par l'État congolais, réoccuper cet espace, mais malheureusement réoccuper l'espace débouche sur des crimes que l'on peut qualifier des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, parce qu'on a ciblé un groupe bien spécifique, on a brûlé et de meurtres qui ont été perpétrés. Là, on parle de 7 morts, et puis quand on lit quand même par rapport aux différents rapports qui sont en train de sortir, notamment par la société civile de Goma, on parle quand même de plusieurs dizaines de morts lors de ces événements. Et donc, c'est des pacifiques, ce n'est pas des groupes armés comme on peut le penser. Là, on parle sincèrement d'un groupe, d'une secte religieuse qui n'était pas armée et qui a été, entre guillemets, décimée et même violentée par l'armée congolaise avec la population congolaise, qui pour moi, ce sont des faits très graves qui doivent être documentés. J'espère que la MONUSCO et toutes les autres organisations qui sont sur place à Goma vont documenter de manière très claire ces événements, et puis qu'on essaye de voir un peu les responsabilités, comment ça se fait que l'armée qui attaque un groupe qui sont des pacifiques, même s'ils ont un discours contre la MONUSCO et contre etc., ils avaient déjà eu la légitimité de manifester avec la protection et l'accord de l'armée et de la police. Et aujourd'hui, ils ont voulu faire la même chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? On les attaque à partir... La manifestation n'était pas autorisée. La manifestation n'était pas autorisée. Si je lis ce qui est en train d'être publié,
puisqu'il y a eu quand même attaque directement au lieu où ils étaient réunis. Et ça veut dire aussi, quand on va bien analyser, j'espère qu'il y aura des enquêtes qui vont être menées, pour mettre en exergue que non, il y a véritablement un problème clair que du côté congolais, il y a eu un excès des zèles, mais malheureusement cet excès des zèles a des conséquences terribles par rapport aux morts que l'on vient de constater. C'est des morts qui n'étaient pas armés, et quand on parle des hommes qui n'étaient pas armés, les lois congolaises sont très claires. On ne s'attaque pas à des gens qui ne sont pas armés, et pour pouvoir arriver, même si la manifestation n'était pas autorisée, ce n'est pas un droit pour tuer des personnes et réprimer comme ça s'est passé. Alors, vous dites qu'on ne s'attaque pas à des gens qui ne sont pas armés. Dans le communiqué officiel du gouverneur du Nord Kivu, ou dans le communiqué de l'armée, on parle des fauteurs des troubles jouant les jeux de l'agresseur M23 RDF. Ben, tout simplement parce que les revendications étaient claires. J'ai bien lu que les revendications, c'était par rapport à la présence de la MONUSCO, par rapport aux forces de l'EAC, la force régionale EAC qui sont sur place, et aussi demander le départ des ONG. Je m'excuse, il y a déjà eu des manifestations à Goma, plusieurs manifestations à Goma contre la MONUSCO, contre l'EAC. Il y a eu des répressions, mais jamais on a eu de ce qu'on a vu comme violence de la part de l'armée et de la part des polices, la police congolaise, contre des gens qui ne sont pas armés. Il faut bien comprendre, si une manifestation est interdite et que les gens manifestent quand même, c'est pas un droit qui est donné aux militaires et à la police de tuer, non. Il y a quand même la loi qui est très claire, c'est de pouvoir refuser la manifestation, utiliser ce qu'on appelle les armes non létales, c'est-à-dire des armes qui permettent de pouvoir empêcher une manifestation, mais pas de tuer. Et j'espère sincèrement que l'on va arriver à avoir quand même au niveau international des enquêtes qui vont être menées pour pouvoir vérifier qui a donné l'ordre de pouvoir attaquer et tuer ces personnes innocentes, même si elles ont bravé une interdiction de manifester. Et je dois avouer aussi que lorsque l'interdiction de manifester, il faut le dire, que l'obligation incombe aux organisateurs d'informer l'autorité, et l'autorité de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas débordement, etc. Et donc, dans le cas d'espèce ici, c'est assez grave ce qui vient de se passer, et je doute fort que les choses restent en l'état, puisque comme on parle des Wazalendo, et vous le savez, comme vient de dire le collègue tout à l'heure, c'est que les Wazalendo, il y a plusieurs personnes qui se revendiquent des Wazalendo. Alors si on utilise les Wazalendo qu'on a utilisés comme supplétifs au niveau des lignes de défense contre le M23, maintenant qu'on va dire qu'on a tué les leurs, est-ce que ces Wazalendo maintenant armés ne vont pas se retourner contre l'armée pour toute une série de choses? Nous sommes dans une dynamique vraiment très très conflictuelle, dans une dynamique des changements d'alliance du jour au lendemain avec les groupes armés qu'on ne sait pas identifier. Par ailleurs aussi, c'est qu'il faut aussi se dire, tous les processus qui ont été mis en place par Uhuru Kenyatta dans les cas des accords de Nairobi sont en train de voler un éclat, parce que la plupart de ces groupes armés, qu'on appelle Wazalendo et autres, devaient être démobilisés et réinsérés. Maintenant, avec les déclarations de Zangui et de beaucoup d'autres personnalités à Kinshasa, ces Wazalendo, ces différents groupes, ne sont plus concernés par le processus de mobilisation et donc deviennent le supplétif de l'armée. En devenant le supplétif de l'armée, on se sent investi aussi de droits qui ne sont pas reconnus par les lois congolaises. Et donc nous allons vers véritablement, de mon point de vue, une espèce d'explosion qui risque d'embraser la région. Et embraser la région, ça veut dire faire le lit du M23 qui pourra avancer sans aucun problème, prendre Goma et tout le reste, si cela pouvait arriver. Merci, professeur Bob Kiabamba. Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, l'analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Il y a un internaute qui nous écrit, Dieudonné Bahati, qui nous suit depuis Saké, à quelques kilomètres de Goma. Il pense que la situation d'aujourd'hui est un dérapage de deux par les autorités provinciales et les soi-disant prophètes qui a profité de l'absence de l'autorité de l'État, la fameuse église et une nouvelle à Goma. Nous nous demandons si ils ont toutes les autorisations de l'État, qui va, et puis qui se demande qui va prendre en charge les familles qui ont perdu les leurs lors de manifestations d'aujourd'hui. Oui, merci pour la parole. Je voudrais d'abord
présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur, que ce soit les familles des agents de l'ordre et même de cette église, de cette secte appelée Wazalendo. Et donc, je suis d'accord avec pratiquement les questionnements de l'auditeur, puisque il semble que cette secte disposerait de statuts, puisque j'ai vu dans les communiqués que le maire de la ville a signé interdisant la marche. Il disait clairement qu'il n'était pas d'accord avec l'activité que projetait cette secte dénommée foi naturelle judaïque messianique vers les nations. Et donc j'ai dû comprendre que c'était un groupe suffisamment structuré, qui a même d'ailleurs disons un siège bien connu par l'autorité. Et comme certains l'ont dit, comme certains intervenants l'ont dit, effectivement, ces groupes, c'est pas la première fois qu'il a manifesté dans les rues de la ville de Goma. Et là, justement, on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi, justement, les forces de l'ordre et de sécurité sont-elles intervenues de manière un peu disproportionnée en utilisant vraiment les armes contre ce groupe qui, visiblement, n'est pas d'habitude armé. Et là, on peut justement se poser la question de savoir si peut-être le service de sécurité n'aurait pas été informé qu'il y avait derrière, n'est-ce pas, cette activité, des menaces contre la sécurité de la ville. C'est une question que vraiment on peut se poser. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans cette confusion où finalement le concept de Wazalendo est de plus en plus galvaudé et utilisé selon les calculs du locuteur, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une partie de la ville où il y a effectivement ce que je peux qualifier de zones chaudes, où cette fois-ci il n'y a pas eu de manifestations, donc comme Majengo et ailleurs. Et ce qui fait penser effectivement qu'il y a des divisions au sein des Wazalendo. Et comme il s'agit ici d'une secte où pratiquement les militants peuvent être qualifiés comme étant atteints, n'est-ce pas, de délire avec thème messianique, et c'est qu'on a constaté justement ce genre de sectes peuvent toujours jouer de fonctions manifestes et de fonctions latentes. La fonction manifeste pourrait consister de dire voici notre idéologie, nous comptons lutter pour la libération, l'indépendance du Congo, et nous prenons même, il semble que cette secte prenne même l'avènement où affirme que Jésus est noir et Dieu est noir, et qu'il faut plutôt s'attaquer à l'ordre occidental. Il n'est pas impossible que, effectivement, dans cette logique d'une mission biface, qu'il y ait justement des missions aussi qui sont latentes, et pourquoi pas une certaine manipulation peut-être de certains acteurs politiques aussi. Et sans oublier effectivement que nous sommes dans un contexte de débat généralisé sur la levée ou encore la requalification et même la reconduction peut-être de l'état de siège. Tout ça sont des éléments du contexte qui font que peut-être pour les autorités de l'état de siège, il faut pouvoir affirmer justement l'autorité, montrer que l'état de siège est là en train de garantir l'ordre de la sécurité. Mais il ne faut pas oublier dans ce contexte que, de manière générale, la population du Nord Kivu, ou alors beaucoup de gens se posent toujours la question de savoir quel est le bilan, n'est-ce pas, de la force régionale de l'EAC déployée à l'est de la RDC, ce qui a été aussi une des revendications justement de cette secte-là, et dont on déplore effectivement les morts liés à l'activité organisée aujourd'hui et réprimée par l'armée.
Alors, beaucoup d'internautes qui nous écrivent veulent que des enquêtes soient menées pour établir les responsabilités. Professeur Mouessi, selon les témoignages que nous recevons, ces Wazalendo n'avaient même pas encore commencé leur manifestation qu'on a vu. L'armée débarquer et commencer à tirer à balles réelles sur ces Wazalendo. Oui, effectivement, le fait de pouvoir réclamer que des enquêtes soient menées pour établir les responsabilités, ça vaut la peine. Mais dans ce contexte d'état fragile où les fragilités sont nombreuses, rappelez-vous, madame, qu'il y a eu des manifestations contre la MONUSCO l'année passée. Et on a vu même certains éléments de force de l'ordre aussi à travers les vidéos, qui étaient, en tout cas, qui laissaient faire les manifestants. Mais on n'a jamais eu effectivement les enquêtes quant à ça. Il n'y a pas eu de jugement quant à ça. Et ici, on peut se poser encore une fois la question si l'armée qui a agi dans ces contextes d'état de siège aura effectivement la volonté de pouvoir organiser justement, de faire intervenir le volet judiciaire pour qu'on sache effectivement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que, à la limite, comme demande l'auditeur, le fait de pouvoir organiser des procès pourrait permettre à la population de savoir quelles sont les vraies motivations de ces Wazalendo-là et éventuellement comprendre s'il y aurait des personnes derrière cette secte-là qui auraient poussé, n'est-ce pas, à pouvoir réclamer le départ de la MONUSCO, mais aussi le départ de la force régionale et de quelques ONG internationales dans la région. Donc, je reste sceptique quant à l'issue des enquêtes parce que ce n'est pas le premier cas qu'on a connu dans la région et dont les enquêtes n'ont jamais été, dont les résultats des enquêtes n'ont jamais été rendus publics. Alors, les internautes, ils sont très très nombreux à suivre cette émission. Beaucoup nous disent que le bilan est plus lourd que ce que nous présentons. Je vais préciser que les bilans présentés est celui du gouvernement provincial du Nord Kivu et le porte-parole du gouverneur a insisté que ces bilans étaient provisoires. Donc, ça veut dire que ça peut changer à tout moment, demain ou après-demain. On attend donc le bilan officiel qui sera connu peut-être demain, à travers un autre communiqué du gouvernement provincial du Nord Kivu. Alors, on va ouvrir notre standard pour prendre ces autres auditeurs qui sont très, très nombreux à nous appeler. On va se rendre dans quelle province déjà? Ils sont nombreux, les auditeurs qui nous appellent. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Bukavu, au sud Kivu. Ça sera pour vous, Onesphore Sematumba. Tumaini Silvano depuis Bukavu au sud Kivu. À mon avis, cette situation qui s'est passée à Goma est la conséquence de légitimer le groupe des inciviques à maintenir la sécurité. Or, celle-ci relève de l'apanage seul de l'État. D'où il serait impérieux que l'État puisse mettre fin à cette situation de Wazalendo, car on risque d'assister à une situation d'administration parallèle et à un désordre macabre. Onesphore Sematumba. Merci beaucoup pour la question de Tumaini, en fait, qui reprend littéralement tous les questionnements développés par le professeur Bob Kabamba par rapport à ce recours à une sorte de substitut aux forces de l'ordre. Donc, le fait de sous-traiter la sécurité de l'État, la sécurité des citoyens par des personnes qui n'ont ni qualité ni foi d'ailleurs, ça expose justement à des dérives, notamment les risques de voir l'État tout à fait de plus en plus déresponsabilisé et à ce que nous donc en arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, notamment donc ce que notre compatriote Tumaini appelle la légitimation des inciviques. Donc malheureusement, c'est la situation vers laquelle on risque de se diriger, et c'est pour cela qu'il est vraiment impératif de trouver
la manière la meilleure pour que l'État puisse se ressaisir, pour qu'il puisse récupérer son monopole de l'usage de la force légitime. Parce que seules les forces étatiques ont la légitimité de l'usage de la force légitimement, mais aussi proportionnellement par rapport à ce que disait, par exemple, le prof Kabamba et le prof Mouhessi, parce que pour les cas d'espèce, nous devons malheureusement reconnaître qu'il y a eu manifestement usage excessif de la force. Donc je suis en tout cas d'accord avec Toumaïni que là nous sommes en pleine dérive et que l'État devrait se ressaisir pour se réapproprier le monopole de l'usage de la force et non pas laisser tout le monde, tous les volontaires ne peuvent pas accéder aux armes et les utiliser sous prétexte qu'il y a X ou YZ. Professeur Bob Kiabamba, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu. Je suis maître Meshak Mouchagaloussa depuis la ville de Goma. Comment sommes-nous parvenus ici dans une province sous état de siège? Les droits de manifester n'est plus garantis par la constitution de la RDC. Pourquoi appliquer des armes contre une population qui manifeste pacifiquement? C'est un sûr qu'il y avait proportionnalité des moyens entre l'armée et les manifestants. Dans le cas contraire, c'est un crime contre l'humanité qui vient d'être perpétré contre une population ciblée, bien identifiée, et les responsabilités doivent être établies. Professeur, crime contre l'humanité, les responsabilités doivent être établies. Vous savez que ce qui vient de se passer est un acte très grave. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de débattre ce soir. Vous avez des gens qui annoncent qu'ils vont manifester de manière pacifique sans armes et qui annoncent clairement que non, ils vont avoir comme revendication que nous tous, nous savons que c'est latent au niveau de la population, non seulement de Kivu, mais aussi de toute la RDC qui c'est pas légitime non plus, pour ne pas dire que non c'est légitime ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils revendiquent en disant que la MONUSCO ne fait rien et que les forces de l'East African Community ne font rien, que les ONG ne font rien. C'est leur droit de pouvoir le faire. C'est leur droit qui est garanti par la Constitution de pouvoir le faire. Et ces populations l'ont dit, ces personnes l'ont dit qu'ils vont le faire. Et puis, avant même de commencer la manifestation, il y a une représaille dans le siège où ils s'étaient rassemblés pour pouvoir aller et où il y a ces massacres qui viennent d'être perpétrés. En droit international, madame, en droit international, nous donnons cours de droit international, ça veut dire de manière très claire qu'il y a eu intention des forces de sécurité d'aller véritablement avec les armes de guerre pour aller réprimer des personnes civiles non armées dans un lieu bien déterminé. En droit international, ce sont des faits qui se relèvent justement des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, de manière claire. Et ce qui vient de se passer est tellement grave de mon point de vue que ça se passe en plus dans un régime de ce qu'on appelle de état de siège. C'est-à-dire que les différentes forces de l'ordre et de sécurité se sentent impunies de pouvoir, entre guillemets, réprimer comme ils veulent, en bafouant les règles claires de la RDC et aussi les règles internationales. Et c'est tellement grave, c'est que je ne doute pas que ce qu'on dit aux Wazalendo, puisque là, ils ont pris le sobriquet des Wazalendo, et comme mon collègue vient de le dire, que ce n'est pas vraiment Wazalendo, mais que tout le monde se revendique des Wazalendo. Maintenant, comment vont réagir les autres Wazalendo? Parce qu'il y en a beaucoup dans tous les sens qui ont groupe armé, je ne sais pas quoi, groupement des jeunes, et tout ça va être de manière très claire, sans ambiguïté, néfaste. Peut-être aussi que c'est une façon, comme on dit, de manière... Pensez-vous qu'ils pourraient chercher à venger ceux qui ont été tués, même si ils ne sont pas les Wazalendo miliciens? Ben oui, parce que tout simplement les revendications sont les mêmes. Quand vous lisez ce qu'ils disent, les groupes armés, les différents groupes armés qui se revendiquent des Wazalendo ont les mêmes revendications. Et alors ceux qui sont allés, qui ont été tués, ont revendiqué de manière pacifique. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que demain,
d'autres groupes ne vont pas revendiquer avec les armes. C'est-à-dire que si nous revendiquons un droit de tout citoyen congolais de pouvoir vivre en paix, de pouvoir avoir la sécurité, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir être soigné, de pouvoir vivre correctement, je le fais basiquement, on me tue. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait maintenant, moi et d'autres groupes, c'est dire, OK, nous allons revendiquer par les armes. On pourrait arriver à ça. Et comme ils ont la légitimité qui a été donnée par les autorités congolaises, je m'excuse, madame, nous allons arriver, si les choses se passent, nous allons arriver à avoir un front qui va se mettre en place contre le gouvernement congolais, contre la MONUSCO, contre East African Community, et avec les conséquences que nous savons tous, puisque nous vivons ça depuis quand même plusieurs années, et ça risque de s'empirer, et nous sommes dans un état failli, et donc nous risquons d'arriver à ce qu'on appelle un no man's land insécuritaire, et dans un no man's land sécuritaire, ça veut dire que nous donnons le champ libre à des groupes organisés comme le 1-23, à pouvoir reprendre le terrain et à pouvoir revendiquer et pouvoir même légitimer leur action militaire pour sécuriser par exemple le Goma. On pourrait avoir ça comme revendication. Et donc nous arriverons à avoir cette espèce de légitimation d'autres groupes armés qui vont dire oui, il y a insécurité, et comme il y a insécurité, alors nous allons mettre la sécurité et nous nous demandons de pouvoir intervenir. Et c'est ce qui pourrait arriver, malheureusement, qu'avec ce genre de conditions et ce genre de contexte, nous allons véritablement vers le chaos. Et puis, ce que tout le monde redoute, c'est la balkanisation qui pointe son nez dans les prochaines semaines et voire les prochains mois. Professeur Moïsi, on va se rendre cette fois-ci à Butembo, voilà, toujours dans la province du Nord Kivu, pour écouter ce dernier auditeur. Je suis Josué Kakule Mousseke de Butembo. Nous regrettons ces morts de trop qui pourraient être évitées. Les désordres qui règnent au pays, particulièrement à l'Est, se justifient par la faiblesse de l'État. Il y a un besoin ressenti auquel, jusqu'ici, l'État n'arrive pas à trouver solution. Le peuple a vivement besoin de la paix. Ne disposant pas des moyens nécessaires pour trouver solution aux problèmes, les manœuvres de la population civile qui s'organisent de différentes manières pour essayer de faire face aux problèmes de l'insécurité et à l'agression sont à percevoir comme une expression des peuples à détresse. Exaspérés, entre respect des lois qui interdisent les manifestations sous l'état de siège et l'entêtement des pouvoirs qui maintient les forces qui brillent par la complaisance devant l'ennemi, on ne sait pas comment se situer. Professeur Moïsi. Oui, je partage beaucoup de points de vue exprimés par l'auditeur, notamment en ce qui concerne le fait qu'il affirme que ce qui se passe, c'est en fait une expression d'une population qui a été longtemps effectivement insécurisée, qui a vécu les affres de sécurité. Et c'est là justement qu'il faut même situer, comme le collègue l'a dit, la naissance du concept Wazalendo. Et malheureusement, on est en face d'un État, effectivement, avec toutes ses fragilités, qui a du mal, effectivement, à donner un véritable contenu au mot Wazalendo et de pouvoir, justement, très clairement expliquer comment il compte collaborer avec les Wazalendo, dont maintenant l'expression est vraiment utilisée dans tous les sens. Mais aussi, il faut dire effectivement qu'on est dans une situation où les gens sont un peu déçus de voir comment l'état des sièges a pu gérer effectivement la question des manifestations publiques, puisqu'on constate que par moment, les autorités de l'état des sièges laissent certaines organisations organiser librement leurs manifestations, mais par contre, d'autres organisations sont carrément réprimées avec véhémence. Et on dirait donc que finalement, l'état des sièges est à l'épreuve vraiment de la gestion des manifestations publiques. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est pour montrer une certaine usure de la politique mise en œuvre par l'état des sièges, mais aussi ça exprime en fait les préoccupations de la population qui voudrait effectivement voir le gouvernement central, le gouvernement de la République démocratique du Congo, mettre fin au cycle infernal de sécurité qui a trop duré à l'est de la République démocratique du Congo et qui a fait aussi effectivement, qui a causé plusieurs morts.
Alors, professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Que devrait faire le gouvernement congolais face à cette situation, face à ces Wazalendo, lorsque l'on sait que, comme vous l'avez dit, tous dans ces débats, que ces Wazalendo ont été légitimés? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelle attitude devrait prendre le gouvernement congolais? Oui, il y a une approche, à mon avis, juridico-politique qui consisterait premièrement à prendre langue avec les groupes de Wazalendo qui a manifesté aujourd'hui, dont le leader est connu, mais aussi une approche juridico-politique parce qu'à mon avis, il faut pouvoir actionner le volet de la justice pour comprendre effectivement ce qui s'est passé, pour qu'il y ait la possibilité de sévir tant du côté des forces des armées de la République démocratique du Congo, les forces de l'ordre, mais aussi du côté des Wazalendo, et aussi essayer de communiquer davantage sur les Wazalendo, la cohabitation de fait entre le gouvernement congolais et les Wazalendo, et également demander à l'EAC de pouvoir communiquer suffisamment sur son bilan, ainsi que effectivement la MONUSCO et d'autres organisations, parce que le plus souvent, les manifestations peuvent surgir d'un déficit communicationnel sur les actions des uns et des autres. Merci, professeur Moessi. Je rappelle que vous êtes professeur de Sciences Po à l'Université de Goma et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats et des recherches. Professeur Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, ces Wazalendo, considérés comme groupe armé ou milicien, devrait-il aussi intégrer ou faire partie du processus PDRCS? Oui, madame, parce que tout simplement, je me réfère à ce que dit Uhuru Kenyatta, le président honoraire de Kenya, et qui est responsable pour tout le processus de Nairobi, et qui dit clairement qu'il est impératif que ces différents groupes armés ne soient pas des supplétifs de l'armée congolaise. Ces supplétifs doivent absolument être désarmés, démobilisés, cantonnés, et puis certainement réinsérer la vie civile en fonction des lois congolaises. Et en faire des supplétifs, on est en train de créer des problèmes que l'État congolais n'arrivera pas à pouvoir assumer. Et donc l'objectif est véritablement de les désarmer, de pouvoir les identifier et les cantonner et qu'ils soient démobilisés. Sans ça, nous allons arriver, je m'excuse, à ce que nous allons avoir ce qu'on appelle un pétodoir des groupes armés qui vont s'aimer la terreur et toujours la population civile qui sera la première affectée. Onesphore Sematumba, la liste en charge des Grands Lacs International Crisis Group. Votre conclusion, vous pensez aussi que ces Wazalendo devraient être démobilisés et intégrer le processus PDRCS? Absolument, absolument. J'insiste pour que l'État reprenne l'entièreté de ses responsabilités, dont la première est d'assurer la sécurité de son territoire sans recourir à des forces supplétives. Et que ces jeunes-là, qui sont engagés dans les groupes armés, qui ont différentes nomenclatures, soient canalisés vers le PDDRCS pour qu'ils puissent être replongés dans la vie normale, dans la vie civile. Ça, c'est un impératif. Merci, Onesphore Sematumba. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce débat. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la production de ce magazine. Jean-Claude Nsiala, Alain Goy, Jonathan Falani, Clément Chimanga, Merveille Hassani, Sifa Guimate, Donna Madimba. À la présentation, c'était Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.